peut-être même commencer par ça, sur les calendriers judiciaires de l'affaire Brigitte, puisqu'on en parle moins. C'est vrai que l'affaire Epstein a un peu noyé, en tout cas sur les réseaux sociaux, les autres sujets. Et pourtant, eh bien, le calendrier judiciaire, lui, suit son cours, Xavier Poussard. Oui, on avait programmé cette matinale pour faire un point sur l'affaire Epstein. Et puis, en fait, Pierre Jovanovic, que vous aviez invité lundi soir, m'a gentiment proposé de Proposé de venir participer. avec lui. Et donc, on a fait cette émission qui a eu, pour l'instant, on a quand même que des bons retours, puisque le grand public est effectivement en demande par rapport à l'affaire Epstein. Donc, on va éviter de refaire une redite de ce qu'on a dit lundi soir, avec une émission qui existe et que vous pouvez effectivement revoir, sachant que l'affaire Epstein est une affaire qui a longtemps été étouffée, en particulier en France, et que les médias français, sous la pression populaire, et il faut le dire, sous la pression des réseaux sociaux, se sont enfin décidés à traiter, avec, ne serait-ce que pour la revue de presse de ce matin, il y a quand même une page dans Libération, il y a quand même une double page dans Le Parisien, où est enfin abordé le rôle du cabinet Alberto Pinto, et surtout une double page dans le journal Le Monde sur les relations entre la famille Lang et Jeffrey Epstein. Et alors là, c'est une petite victoire, puisque j'avais expliqué dès 2019, puisque à cette époque, dès 2019, Jack Lang est interviewé sur France Info et dit qu'il a connu Jeffrey Epstein par l'intermédiaire de Woody Allen. Et à ce moment-là, je saute au plafond, puisque je lis, moi, dans l'encyclopédie politique d'Emmanuel Ratier de 1992, que, en fait, Caroline Lang a été recrutée dès le milieu des années 80 chez Macmillan, qui était un groupe de communication contrôlé par Robert Maxwell. Je vois le nom de Caroline Lang dans le livre noir de Jeffrey Epstein daté de 2004-2005. Je vois que Jack Lang est intervenu sur la privatisation de TF1 et sur des grands chantiers de l'époque de Mitterrand pour pousser effectivement en liaison avec la banque Rothschild les candidatures de Robert Maxwell, en liaison avec Bouygues, sur la Grande Arche de la Défense et sur la privatisation de TF1. Et je dis, mais non, il y a une antériorité. Et donc, dès 2019, à l'époque, j'écris dans Feuilles et Documents, je raconte cette antériorité que j'ai de nouveau racontée dans Becoming Brigitte, puisqu'il y a 2 chapitres qui résume en fait le volet français de l'affaire Epstein dans Becoming Brigitte, un chapitre qui s'appelle une nébuleuse pédocriminelle autour des Macron, où il y a déjà tous les éléments autour de Jack Lang, et puis une conclusion, un épilogue qui s'appelle Le sang des Rothschild, où déjà est expliquée en fait cette relation entre le macronisme et l'affaire Epstein par le biais du clan Rothschild, c'est-à-dire en fait qu'Epstein et Macron ont les mêmes patrons. Et aujourd'hui, je vois que ça est raconté en 2026, donc c'est-à-dire 7 ans après, dans une double page du journal Le Monde, après avoir été raconté il y a une dizaine de jours par le journaliste Marc Andevel. Donc en fait, c'est des petites victoires qu'on peut avoir comme ça, c'est de se dire qu'on avait vu juste, que nos informations étaient bonnes, et qui sont au fur et à mesure, alors des fois il faut attendre, voilà, c'est 7 ans, qui sont de temps en temps officialisés noir sur blanc dans le journal de référence. Donc ce qui nous mène à l'affaire Brigitte, puisqu'en fait c'est cette temporalité que peu de gens comprennent, puisque pour comprendre en fait le système et la circulation de l'information, il faut comprendre que le système est ce qu'on appelle un système médiatico-judiciaire. C'est-à-dire que si vous êtes dans le système, intégré dans le système médiatico-judiciaire, vous pouvez exister, mais une affaire peut exister médiatiquement. Oui. Or, dans l'affaire Brigitte, moi, je n'ai aucun levier, ni sur les médias traditionnels, c'est-à-dire que je ne peux pas décrocher mon téléphone et appeler un patron de presse pour lui demander de traiter une affaire, ni sur la magistrature. C'est-à-dire qu'imaginez que, par exemple, Mediapart fasse une enquête en concluant que le CV de Brigitte Macron est basé sur un détournement de mineurs et une usurpation d'identité,
vous apprenez dans l'après-midi que le parquet de Paris a ouvert une enquête. Enquête suivie de perquisitions, etc. Moi, je ne suis pas dans ce système-là. Je ne suis pas commissaire divisionnaire ni juge d'instruction. Donc, en fait, mon enjeu a été très, très simple. C'est-à-dire que, en tant que journaliste indépendant, si on veut, animant ce qu'on appelle des lettres confidentielles, ma nouvelle lettre, lettre de Xavier Poussard, on prend des éléments et on essaie de les faire avancer. Donc l'affaire Brigitte était très très simple, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une femme qui sur sa page Facebook, qui s'appelle Natacha Ray, une citoyenne complètement ordinaire, complètement en dehors des radars, qui sur sa page Facebook accuse Brigitte Macron d'être son frère. Donc moi ça m'intéresse parce que je suis en train d'écrire une série d'articles qui s'appelle Le mystère Brigitte Macron, qui met en lumière trois choses que tout le monde sait dans Paris, mais que personne ne dit. Pourquoi ? Parce que faut comprendre que dans le système médiatique, il y a des personnalités qui sont qualifiées d'intouchables. Il y a des personnalités qu'on peut attaquer, qui sont des punching balls confortables, et puis des personnalités qui sont intouchables. Je prends un exemple tout simple. Vincent Bolloré n'est pas intouchable. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal le matin sans qu'il y ait une petite crotte sur Vincent Bolloré. Vous voyez ? Par contre, David de Rothschild, lui, est intouchable. Je vous mets au défi de trouver un portrait ou une enquête sur Monsieur David de Rothschild dans la presse. Il y a des personnalités intermédiaires, Bernard. C'est plus compliqué que Vincent Bolloré. Voilà. Il y a des personnalités, par exemple, dans le monde du cinéma, peu de gens savent, mais une actrice complètement anodine, par exemple Isabelle Huppert, est considérée comme une actrice intouchable. Pendant des années, Woody Allen était intouchable. Jack Lang était intouchable. Voilà. Donc, Brigitte est intouchable. Donc, moi, je mets en lumière des faits avérés, c'est-à-dire son rôle politique, son entourage, c'est-à-dire qu'en fait, le réseau gay, en fait, qui entoure les Macron, avec la présence de Brigitte au centre, son rôle dans l'ascension politique d'Emmanuel Macron, son rôle politique, c'est-à-dire le choix des ministres, etc., et le fait que finalement, on ne sait rien, ou presque, de son passé, et que dès qu'on gratte, on s'aperçoit que beaucoup d'éléments sont bidons. Voilà. Donc je rentre en contact avec cette femme qui, elle, dit, ce qui explique le tout, c'est qu'en fait, Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux, mais c'est son frère Jean-Michel. Et elle a développé toute une théorie, et a notamment déduit qu'une femme d'une cousine par alliance de Brigitte Macron serait en fait la mère des vrais enfants, ce qui va s'avérer faux. Mais moi, tout de suite, je lui dis, bah écoute, je regarde, je commence à gratter, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, et je lui donne le numéro de cette femme, et à ce moment-là, elle la contacte en lui disant, je sais tout pour vous, je sais tout pour Jean-Michel, je sais tout pour Laurent, Stephen et Sébastien, et dans les 3 jours qui viennent, elle reçoit la visite de la gendarmerie avec une garde à vue extrêmement longue et violente. Et donc moi, en conclusion de l'enquête que j'avais faite, je pose un certain nombre de questions et je raconte cette garde à vue en disant, voilà, une femme accuse Brigitte Macron d'être son frère. Immédiatement, elle reçoit la visite de la gendarmerie, est placée en garde à vue avec des moyens complètement disproportionnés. Ensuite, s'ensuit une période où il va y avoir ce qu'on appelle le fameux débunkage. Donc, d'abord, un débunkage piloté d'ailleurs étrangement par un journaliste de Valeurs Actuelles en liaison avec Blast, le média de Denis Robert. Donc là, on trouve d'étranges alliances qui arrivent à apporter des nouveaux éléments, mais fondamentalement, sur le fond de l'affaire, rien n'est débunké. Puis arrive dans la boucle une journaliste du Nouvel Observateur qui est là pour écrire un livre pour expliquer que c'est une fake news. Je me fais jamais d'illusions à ce sujet-là. Mais c'est quand même une journaliste professionnelle, elle a de la bouteille, comme on dit, et elle voit qu'il y a un problème. Donc, à ce moment-là, moi, je poursuis l'enquête parce que je me dis, il faut quand même que je poursuive, parce que si je laisse Natacha Ray parler pendant des heures à la journaliste du Nouvel Observateur, on a un livre, en fait, sur la folie complotiste. Je le sais, ça, donc je suis obligé de continuer. Cela dit, je ne m'exprime pas sur l'affaire entre 2022 et 2023. Pendant 2 ans, je ne fais aucune intervention sur l'affaire. J'ai publié mes questions. Je suis en attente de réponse. J'avance tranquillement. Il y a une journaliste du Nouvel Observateur qui est dans la boucle. Et qu'est-ce qu'elle va découvrir, cette journaliste du Nouvel Observateur ? Que la garde à vue de Natacha Ray, qui avait donné lieu à la conclusion du mystère Brigitte Macron,
non seulement était véridique, puisqu'au début, Blast a essayé d'expliquer que Natacha Ray avait menti sur cette garde à vue. Mais elle a expliqué que non seulement cette garde à vue a bien lieu, que cette garde à vue était disproportionnée, et surtout que cette garde à vue a été pilotée depuis l'Élysée avec une intervention directe de l'Élysée sur la cousine par alliance de Brigitte Macron que Natacha Ray suspectait faussement d'être la mère des enfants de Brigitte. Donc en fait, déjà, l'intuition, c'est-à-dire l'intuition qu'il y avait là une affaire, que cette affaire méritait d'être couverte, était validée par la journaliste mandatée pour écrire un livre démontrant que c'est une fake news. Livre qui est en fait profondément dérangeant par les Macron, à tel point qu'en fait, il va être quasiment boycotté. C'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir un affichage extrêmement réduit dans les points de vente. Parce qu'en fait, ce livre, quand on le lit factuellement, on comprend qu'en fait, il y a un énorme problème. Même si c'est brandé fake news sur la couverture, on comprend qu'il y a un énorme problème. Bon. Donc ensuite, moi j'arrive à des conclusions. Donc pendant ces 2 ans, j'ai accumulé des pièces qui sont toutes concordantes sur le fait que les 14 ans, c'est jamais contesté, le pouvoir politique, c'est jamais contesté, la surreprésentation des milieux homosexuels dans l'entourage, rien n'est contesté. En fait, ce qu'on me conteste, ça va être la conclusion. C'est-à-dire, Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux et vit sous l'identité de sa sœur Brigitte depuis le milieu des années 80. Ça, c'est la conclusion. Donc moi, je suis avec ma conclusion et je me dis comment je médiatise, puisque moi, je n'ai pas accès aux médias traditionnels. D'accord ? Je ne suis pas un type des réseaux sociaux, je suis plutôt du genre à faire mes petites archives, mes enquêtes, etc. Des enquêtes un peu au long cours en plus, plutôt ardues, etc., etc. Donc, comment je médiatise ? Et là, je rentre en contact avec Zoé Sagan, qui est un publicitaire, hein, un publicitaire, c'est son métier de faire de la publicité, et qui, lui, est actif sur les réseaux sociaux avec un compte parodique qui s'appelle Zoé Sagan. Et donc, à ce moment-là, on va médiatiser. Et en fait, à travers Zoé Sagan, puis à travers Candace Owens, en fait, je vais être l'instigateur. Ça, c'est ce que disent les Macron. C'est-à-dire, eux disent, je suis l'instigateur d'une campagne de cyberharcèlement. Moi, je leur dis, non, je suis l'instigateur, et j'ai aucun problème avec ça, d'une campagne médiatique de 2 ans, puisque ça a duré entre décembre 2023 avec la phase Zoé Sagan jusqu'à septembre 2025. Donc, 1 an et demi, 2 ans. Donc, une campagne médiatique. Il faut savoir qu'une campagne médiatique à échelle mondiale, ça nécessite normalement, quand vous êtes dans le médiatico-judiciaire, ça nécessite des agences de communication du type Publicis ou Havas, ça nécessite des groupes de presse du type El País, La Repubblica, le New York Times, Le Monde, à travers des soi-disant consortiums de journalistes. Or, ce que je réussis à faire, moi, à travers Zoé Sagan, puis à travers Candace Owens, c'est une campagne de presse mondiale visant à médiatiser les conclusions de mon enquête quant à la véritable biographie de Brigitte Macron. Et à travers un livre qui s'appelle Devenir Brigitte, qui va être numéro 1 des ventes sur Amazon, toutes catégories confondues, pendant 6 mois, et qui est toujours numéro 1 dans certaines catégories, et qui va être numéro 1 des ventes aux États-Unis pendant 1 semaine. Donc, on a un livre qui existe. Or, ce livre n'est pas poursuivi, comme la première mouture de mon enquête dans Foyer Documents n'avait pas été poursuivie. Donc, si je suis dans le système médiatico-judiciaire, si je suis Fabrice Arfi, Anton Rouget, je suis journaliste à Mediapart, j'ai mon enquête qui est numéro 1, qui traîne sur X, qui est numéro 1 des ventes sur Amazon, le parquet fait quoi ? Le parquet ouvre une enquête sur Brigitte Macron pour usurpation d'identité. Les locaux des lieux sont perquisitionnés, des individus sont amenés à être interrogés, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Or là, on est obligé de rentrer dans le médiatico-judiciaire par défaut. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a ? On a les poursuites de Brigitte Macron du clan Trogneux contre Natacha Ray. Donc ça, c'est un levier, avec une condamnation en première instance, où les médias vont communiquer sur le fait, vous voyez bien que c'est une fake news, elle est condamnée pour diffamation, puis en appel,
finalement, la condamnation saute. Alors là, les médias sont pris à revers. Ah ben non, mais en fait, elle n'était pas poursuivie pour avoir dit que Brigitte Macron était un homme. Ah bah oui, mais vous nous aviez expliqué qu'elle était poursuivie. Parce qu'elle était effectivement poursuivie sur un point de détail qui était la falsification d'état civil. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune condamnation. D'abord, Brigitte Macron n'a jamais poursuivi quiconque pour avoir dit qu'elle était née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux et qu'elle vivait sous l'identité de sa sœur depuis le milieu des années 80. Personne n'est poursuivi, y compris Candace Owens. Et en appel, ils ont perdu donc cet été contre Natacha Ray. Donc, et donc aujourd'hui, on a 2 procédures. Donc là, c'est très simple. On arrive au dénouement. Je reviendrai sur le cyberharcèlement plus tard parce que ça, c'est vraiment une dérive très très importante. Oui, ça, c'est le procès de janvier. Oui. Je reviendrai sur la question du cyberharcèlement parce que là, il y a eu un nouveau développement et qui, à mon sens, est très grave. Donc sur la diffamation stricte, il y a Natacha Ray en cassation. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire qu'en fait, les Macron vont essayer de faire condamner Natacha Ray en cassation pour avoir une dépêche AFP Reuters pour pouvoir mettre sur X dans des notes de la communauté qu'une femme a bien été condamnée. Il faut quand même comprendre qu'aller en cassation contre Natacha Ray pour les Macron, si vous voulez, c'est comme si le PSG dans un match de Coupe de France contre une équipe de division d'honneur, vous voyez, était obligé d'aller au tir au but en ayant acheté l'arbitre. Ouais, c'est-à-dire, ils ont acheté l'arbitre, ils sont à domicile, c'est le PSG, ils sont face à une équipe de division d'honneur, c'est les peintres, comme on dit, et ils se retrouvent en cassation. Donc en fait, c'est déjà une bérésina. Et sur la procédure de Candace Owens, alors la procédure est rédigée, bon, c'est une procédure assez grotesque, mais qui a son effet, avec en fait une communication sur les preuves scientifiques qui seraient éventuellement produites. Mais en fait, cette communication sur les preuves scientifiques, il faut bien comprendre qu'elle a été faite par l'avocat des Macron sur la BBC pour mettre la pression sur la belle famille de Candace Owens, qui tient les cordons de la bourse, puisque Candace Owens est mariée à un lord anglais. La famille Farmer, qui est très importante justement dans le soutien aux Brexiteurs, et en particulier à Nigel Farage. Donc ce sont des gens importants, et pour mettre la pression sur la belle famille de Candace Owens, on a fait miroiter des preuves scientifiques en annonçant ça sur la BBC, alors que de toute évidence, les preuves scientifiques, on les aura jamais, et pour une raison simple, c'est que d'abord la procédure donc ne porte pas là-dessus. La procédure porte sur, en fait, comme au niveau américain, ils étaient bloqués par deux écueils pour les Macron sur la procédure américaine. C'est que d'abord, il y a 2 principes. Le principe qui acte la condamnation aux États-Unis pour diffamation, c'est pas du tout comme en France, c'est ce qu'on appelle l'actuelle malice. Ça veut dire qu'en fait, vous saviez que ce que vous disiez était faux. Or, pour le coup, il n'y a pas d'actuelle malice. Ou en tout cas, elle est très difficile à établir. Et pour cause, puisqu'il n'y en a pas. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle le principe de first source. Or, la série Becoming Brigitte de Candace Owens est une mise en musique au format audiovisuel, si on veut. C'est une collaboration classique qui se fait dans la presse. C'est-à-dire vous avez un journaliste de presse écrite qui fait une investigation, et puis vous avez des journalistes d'audiovisuel, c'est-à-dire de radio ou de télévision, qui transforment cette enquête de presse écrite en format audiovisuel pour toucher un plus large public. Quand vous avez un envoyé spécial sur Michel Marchand, ça reprend en fait le livre Mimi, qui a été écrit par le type qui s'occupe du service police-justice aux Parisiens. Donc c'est un format complètement classique. Or, aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire condamner le format audiovisuel s'il s'appuie sur un livre préalablement écrit et qui, lui, n'est pas poursuivi. Donc vous avez l'actuelle malice, il n'y a pas, et la first source, c'est pas moi. Donc en fait, ils vont bricoler une plainte où, en jouant sur les mots, puisqu'en fait, Candace Owens va aussi, elle, s'inscrire dans l'imaginaire, je dirais, conspirationniste américain, puisque le conspirationnisme est un fait de société complètement incontournable aux États-Unis, en vérité. C'est vraiment un fait de société majeur. Si on comprend rien, si on comprend pas ça, on comprend rien à ce qui se passe dans la vie politique américaine, où elle va avoir des références. Par exemple, elle va dire, bon, la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron, c'est comme si il était issu d'un programme MK Ultra.
Donc en fait, elle va être poursuivie pour ce genre de phrase. Commentant la photo de Jean-Jacques Trogneux, elle dit: est-ce que ce serait pas une relation incestueuse? Donc elle va être poursuivie en fait pour des micro-phrases sorties de leur contexte, etc. Bon. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit que c'est la misère en fait. Et là, les avocats de Candace Owens, alors là, c'est la question que beaucoup me posent, ça, on est où la procédure avec Candace Owens? Donc, je vais répondre assez simplement. Tout est accessible sur le site du DOJ, donc dans le Delaware, il faut aller sur le site du DOJ du Delaware, et vous avez, bon, alors c'est en anglais, c'est compliqué, etc. Mais pour résumer, donc le 9 janvier ont été déposées les conclusions de la partie Candace Owens, donc, qui est en fait l'équivalent d'une requête en nullité. Alors, ce document a été rédigé. On m'entend bien? Ça coupe pas? Non? Très bien, ça va. Il y a eu très légère coupure, mais ça va. Très légère coupure. Bon, alors, il y a cet équivalent de requête en nullité, donc, déposé le 9 janvier, a été rédigé par un avocat qui s'appelle Mark Kassovitz, qui est un avocat très réputé aux États-Unis, qui a notamment été l'avocat de Donald Trump dans plusieurs affaires, et qui en Russie a notamment défendu les intérêts d'un oligarque qui s'appelle Oleg Deripaska, qui est le fameux oligarque que Vladimir Poutine, en prenant le pouvoir sur les oligarques, avait humilié avec la fameuse scène du stylo. Et puis il est également l'avocat de l'Asberbank, donc c'est un cadre, et son document judiciaire, c'est vraiment du droit pur, ça rentre pas du tout dans le fond du dossier, et ça vise c'est une requête en nullité qui vise à sortir en fait l'affaire du Delaware, puisque le Delaware est un État démocrate avec une justice qui pourrait être franchement hostile à Candace Owens, et ça s'appuie sur 3 points centraux de droit américain. Alors, j'ai pris des notes parce que je maîtrise pas bien ça, mais alors le premier concept, c'est le problème de ce qu'on appelle le forum shopping, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle le tourisme judiciaire, c'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, vous avez un livre qui est fait par un journaliste français, vous avez une série qui est enregistrée dans le Tennessee, puisque Candace Owens réside à Nashville, Tennessee. Donc, les tweets, les vidéos, le livre, tout est étranger au Delaware, à part le fait que la société de Candace Owens soit domiciliée dans le Delaware, puisque, effectivement, aux États-Unis, le Delaware est un État qui présente des avantages fiscaux et que les Américains ont tendance à domicilier leur société dans le Delaware. Donc, en fait, le premier concept, c'est le forum shopping. Donc, France, Tennessee, il n'y a pas de Delaware dans l'affaire Brigitte. Le deuxième concept, c'est ce qu'on appelle le borrowing statute. Je m'excuse pour la prononciation en anglais, mais en fait, ça veut simplement dire, là, c'est une loi spécifiquement du Delaware. C'est-à-dire qu'en fait, dans la loi du Delaware, en fait, le délai de prescription appliqué est le délai de prescription de l'État ou du pays d'origine de l'accusation. Or, la plainte vise des propos tenus après le mois d'avril. Or, Becoming Brigitte a été publié en février 2025. Donc, en fait, le délai de prescription qui s'applique dans le Delaware, en fait, c'est le délai de prescription de Becoming Brigitte et du droit de la presse en France, qui est de 3 mois. Donc, en fait, même vis-à-vis de la justice du Delaware, cette procédure est nulle. Et ensuite, il y a un troisième principe de droit américain, donc ce qu'on appelle le cryomed, et c'est le fait que dans la phase de ce qu'ils appellent le discovery, c'est compliqué pour la justice du Delaware, puisque toutes les pièces sont, si on enquête du côté de Candace Owens dans le Tennessee, si on enquête de mon côté, en France. Donc en fait, sur ces 3 tourismes judiciaires, le concept de borrowing statute, c'est-à-dire le délai de prescription qui est appliqué, c'est celui de la France, et le cryomètre, c'est-à-dire le fait que l'enquête ne peut pas se dérouler depuis le Tennessee. Voilà où on en est. Donc, en fait, j'ai regardé les blogs américains, parce que je ne suis pas spécialiste de droit américain, et je vais éviter le piège de la tautologie, un défaut français insupportable. Mais quand on regarde les blogs, les pronostics, etc., à 80%, en fait, cette requête en nullité devrait aboutir, et la procédure contre Candace Owens devrait tomber, ce qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un article du Canard enchaîné, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'information
est en partie vraie, mais comment dirais-je, enfin, est pas complètement fausse, mais le fait que le Canard enchaîné ait écrit ça noir sur blanc, c'est faux. Donc ça, faut aussi se méfier de ce qu'on peut lire ici ou là. Donc en fait, vous avez ça, et donc en fait, il reste quoi au Macron? Il leur reste de faire condamner Natacha Ray et Amandine Oui, Roy, c'est-à-dire l'équipe de division en d'honneur, cassation. à domicile, en ayant acheté l'arbitre, alors que c'est le PSG, quoi. Voilà. Et donc c'est dramatique, c'est ridicule, et la grande presse, comme d'habitude, suivra. Alors, je fais une parenthèse sur le cyberharcèlement. Oui, Donc en fait, moi, j'ai été auditionné donc par la police politique italienne dans le cadre de l'instruction, tout à puisqu'en fait. fait, il fallait m'auditionner pour que les avocats des autres prévenus, puisque comme Brigitte Macron porte plainte contre moi nommément pour cyberharcèlement, et qu'ensuite il y a d'autres prévenus devant le tribunal. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez Brigitte Macron qui porte plainte contre Zoé Sagan et Xavier Poussard, et puis devant le tribunal, vous avez Bertrand Scholler, Amandine Roy, et puis des gens qu'on a tirés au sort. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Or, ça aurait pu être l'objet d'une requête en nullité, et l'avocat de Zoé Sagan, à mon sens, a soulevé trop vite ce point-là, ce qui a fait qu'en fait les Macron se sont précipités pour m'envoyer la police politique italienne et me faire auditionner. Cela dit, alors officiellement, une enquête est ouverte et je ne suis pas poursuivi. C'est-à-dire qu'officiellement, je ne suis pas encore poursuivi ou je ne suis pas poursuivi. Sachant que le cyberharcèlement, qui vient, en fait, qui est un détournement du sens de la loi. Je ne dis pas que c'est pas dans la loi ce qu'il n'y a pas, parce que c'est pareil. Ensuite, je suis harcelé en expliquant que c'est dans la loi ce qu'il n'y a pas de problème. Non, il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est que c'est pour protéger les mineurs du cyberharcèlement. Donc, en fait, on tord l'esprit de la loi. Et en fait, il y a une hésitation du pouvoir à appliquer le cyberharcèlement aux journalistes. On voit bien que, par exemple, dans l'instruction, ont été écartés du dossier tous ceux qui tirent leurs revenus d'une activité de journaliste, c'est-à-dire essentiellement GPTV, le Média en 442 et moi-même. Puisqu'en fait, ce serait quelque chose, ce serait un pas de franchise, c'est-à-dire qu'on sortirait complètement de la loi de 1880, qui est déjà complètement vidée de sa substance. Mais là, on pourrait considérer, c'est-à-dire que n'importe qui écrirait un article, si par exemple le Nouvel Observateur ou le Canard enchaîné fait un article sur quelqu'un et que cet article se retrouve en top tendance sur les réseaux sociaux, le journaliste peut être poursuivi pour cyberharcèlement. Donc en fait, on créerait un précédent que l'Élysée hésite à créer. Cela dit, sur le cyberharcèlement, comment le pouvoir s'est fait la main? Il s'est fait la main sur Booba. Le cas Booba, qui a été, je suis sidéré que ça a été aussi peu médiatisé, parce que c'est proprement scandaleux. C'est-à-dire qu'en fait, Booba, donc, qui est un rappeur résident à Miami, est parti comment dirais-je, à créer une sorte de mouvement de journalistes citoyens au sujet d'une influenceuse, enfin de la soi-disant papesse des influenceuses, qui s'appelle Magali Berda, et qui se trouve être une proche du couple Macron, puisque c'est elle qui a piloté des stratégies de ramener des influenceurs auprès des Macron pour pouvoir avoir des relais auprès de la jeunesse. Ça a été le fameux interview d'Emmanuel Macron par McFly et Carlito. Plus récemment, dans cette stratégie, on voit que le Hugo Décrypte, qui est un YouTuber qui fait de l'actu mainstream, a été mis à contribution pour signer une BD, une bande dessinée anti-russe, etc. Donc il y a cette stratégie-là des Macron, puisqu'ils comprennent bien que contrôler tous les médias mainstream, ça suffit plus, puisque les gens ne s'informent plus sur les médias mainstream. Donc il faut aller sur le champ de l'Internet. Donc, et d'oser, c'est-à-dire l'occuper, parce qu'effectivement, il y a des problèmes de censure avec la reprise de X, puisque tous ces réseaux sociaux comme l'Union européenne a été incapable de développer des géants de la tech, on est complètement tributaire des Américains. Or, comme le pouvoir aux États-Unis en ce moment est conservateur, et plutôt avec une application stricte du premier amendement des États-Unis, la machine à censure ne marche plus. Donc, il faut aussi occuper l'espace.
Donc, c'était pour ça qu'on avait recruté Magali Berda, et Booba a lancé une campagne sur les réseaux sociaux visant à informer le public sur les pratiques de certains influenceurs qui étaient des pratiques commerciales pour le moins douteuses. Et donc, Magali Berda, au titre de la loi Schiappa, a porté plainte contre Booba pour cyberharcèlement, obtenant sa condamnation. Or, la semaine dernière, on vient d'apprendre que dans le cadre de cette procédure, avait été... alors, le terme exact est intéressant. On avait provisionné des droits d'auteur de Booba, c'est-à-dire sur les plateformes Spotify, Deezer, etc., un certain nombre de... En fait, qui revient à un gel des avoirs à hauteur de 40 millions d'euros. Mmh. Hein, donc, en fait, on a gelé les avoirs de Booba. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est visé. Alors, avec toujours cette stratégie vicieuse, puisque comme le rap, l'industrie du rap génère énormément d'argent, il y a 40 millions d'avoirs qui sont gelés, avec toujours, en plus, comme l'argent est très mal vu en France, ça permet, en fait, de diffamer et de dire, bah, regardez comme il est riche, etc., etc. Donc, en fait, parce que c'est intéressant, il y a le gel des avoirs de Xavier Moreau, mais là, il y a quand même ce gel des avoirs de Booba. Enfin, je ne sais pas si on mesure l'extension du domaine de la prédation. C'est-à-dire qu'en fait, on teste des choses. Alors, est-ce que, relativement à moi, on va aller jusqu'à geler des droits d'auteur Amazon et me poursuivre pour cyberharcèlement? Pour l'instant, ce qui bloque, c'est est-ce qu'on applique ça à quelqu'un qui tire ses revenus exclusivement de l'activité de journaliste, Mmh. puisque même l'AFP écrit le journaliste Xavier Poussard. Voilà. Donc en fait, on en est là. Donc en fait, le cyberharcèlement, c'est pas de la blague, c'est une pièce maîtresse dans le dispositif au niveau de la répression de la liberté d'expression et plus encore de la liberté d'informer, ce qui me semble très important. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui ne tire pas ses revenus de l'activité de journaliste ne pourra demain plus informer les gens sur les réseaux sociaux puisque ce sera considéré comme du cyberharcèlement avec des mesures de rétention de propriété. Là, c'est à hauteur de 40 millions pour ce qui concerne Booba. Donc voilà où on en est au niveau du thermomètre, sachant que donc dans ce médiatico-judiciaire, comme je dis, puisqu'on fait un médiatico-judiciaire par défaut. Ce qui est beaucoup, ce qui a fait, d'ailleurs, c'est assez proche en fait du trumpisme informationnel. C'est pas par hasard que mon affaire a intéressé la sphère MAGA. C'est aussi parce que c'est très proche du trumpisme informationnel fait par la sphère MAGA. Il faut voir, typiquement le trumpisme informationnel, ça va être l'affaire Epstein, c'est-à-dire comment Trump est à la manœuvre depuis le début, acceptant pendant un temps de se mettre dans le rouge. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est pas avec plaisir qu'il voit toutes les couvertures de presse où on voit son nom accolé à celui de Jeffrey Epstein, etc. Mais lui, à la fin, il sait qu'il a gagné. Exactement comme l'affaire du disque dur des ordinateurs d'Hunter Biden, où il appelle Zelensky pour avoir des informations entre Hunter Biden et Burisma, de la relation entre la société énergétique ukrainienne Burisma et Hunter Biden dans un système de corruption. La conversation fuite dans le Washington Post. Il est visé par une procédure d'impeachment et c'est grâce à la médiatisation donc du médiatico-judiciaire par défaut de cette procédure d'impeachment que le réparateur des disques durs d'Hunter Biden va contacter le clan Trump et que les données vont être recueillies. Donc en fait, c'est du médiatico-judiciaire par défaut. C'est ça. Donc c'est en ça que c'est un peu de la piraterie. C'est pas oui ou non, blanc ou noir. Faut accepter de se faire cracher dessus pour avoir des résultats. Donc dans cette séquence-là, j'ai quand même eu toute la presse mainstream, c'est-à-dire le Nouvel Observateur, France Inter, Le Monde, BFM TV, Le Figaro. Donc si je peux dresser un premier bilan. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, les plus correctes ont été Le Nouvel Observateur et France Inter. Pourquoi ? Parce que ce sont des journalistes d'un certain âge, des journalistes chevronnés d'un certain âge, mères de famille, et qui aussi ont été amenés au cours de leur carrière à enquêter sur des affaires de pédocriminalité. D'accord. Donc en fait, ces journalistes-là ont été, je dois dire, les plus corrects et les plus honnêtes. Ensuite, vous avez une catégorie intermédiaire
Je dirais que c'est Le Monde, BFM et Society, qui est un journal un peu faussement branché, bobo parisien, où là, en fait, on est sur des journalistes qui ont une 35-45 ans et qui, en fait, sont des antifas. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, en discutant avec eux, c'était assez intéressant parce que j'ai compris que c'était, en fait, l'antifascisme, on pourrait revenir après sur l'assassinat de Quentin, mais l'antifascisme, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est-à-dire qu'en fait, l'antifascisme, c'est la violence de l'extrême centre. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des journalistes qui, politiquement, en fait, sont des jeunes giscardiens. C'est-à-dire qu'ils ont tout accepté, l'Union européenne, le libéralisme, le progressisme sociétal. En fait, ce sont des Alain Duhamel, si on veut, ou des Roland Quérol, mais antifa. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en ça que la violence... C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on passe de Roland Quérol et Alain Duhamel, une espèce de centre mou, Ouais, avec tout à le fait. froc en velours, qui se trompe tout le temps, mais bon, qui est pas agressif, quoi. Voilà, bon, tu te trompes tout le temps, on sait que tu es là pour la propagande, tu as toujours été là, tu es déjà là du temps de mes grands-parents, bon, voilà, mais il n'y a pas de... Je dirais, en ayant conscience de ce qu'on est quand même, et avec une bonhomie C'est ça. qui, ma foi, n'est pas forcément antipathique. Et en fait, quand on rajoute en fait dans ces nouvelles générations, et ça se fait d'ailleurs à travers le système des écoles de journalisme, puisqu'en fait le journalisme, en fait on parle beaucoup de la presse des oligarques, mais en fait la presse a toujours été la presse des oligarques. Il suffit de voir ce qu'était la presse au 19e siècle, Robert Hersan, enfin bon, ça a toujours été la... Non, le point central, c'est les écoles de journalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on va être sur ce que Emmanuel Todd appelle des crétins diplômés. C'est-à-dire la sociologie qu'on retrouve chez les antifas qui ont attaqué Oui, Quentin. Quentin, ouais. D'accord. Donc, en fait, c'était des gens qui vont rentrer dans un moule idéologique pour être journalistes. Alors qu'avant, les gens montaient à Paris ou même dans leur province, faisaient du journalisme pour se faire un nom, se faire un carnet d'adresses, et ensuite ils faisaient autre chose, de la politique, etc. Je veux dire, Benito Mussolini a commencé comme journaliste. Enfin, tout le monde a été journaliste dans les personnalités, ce qu'on appelait publicistes. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, le journalisme est une fin en soi, avec un filtre qui est le filtre des écoles de journalisme. D'ailleurs, donc ce qui est qualifiant, en fait, c'est d'avoir une vision antifa du monde. Hein, le journaliste du Monde que j'ai eu, c'est un antifa. C'est-à-dire qu'en fait, il passe sa vie avec sa compagne à enquêter sur la mairie de Fréjus. Sur la mairie de Fréjus, comme si, en fait, il y avait un complot nazi mondial ourdi depuis les sous-sols de la mairie de Fréjus. Alors d'ailleurs, ces informations sur la mairie de Fréjus, où en fait il y a eu un vote en réunion qui s'est pas fait exactement dans les règles de l'art, mais là vous avez immédiatement le médiatico-judiciaire, vous avez immédiatement une garde à vue, et immédiatement le Rassemblement national est sommé de retirer son investiture, son soutien à la David candidature Racheline. à David Racheline, par exemple. Vous voyez. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est un antifa. Moi, j'avais passé, d'ailleurs, le journaliste de Society l'a raconté, mais j'avais passé les concours une fois. En fait, j'avais accompagné un ami qui passait lui les concours des écoles de journalisme. On s'était dit bon bah tiens, comme ça, je vais m'inscrire aussi, puis on fera un tour en France. Et notamment, on était arrivé à Toulouse, donc c'était pour le concours d'école de journalisme de Toulouse. Moi, j'avais pas vraiment grand espoir, puis j'aurais même été embêté de l'avoir parce que j'avais pas vocation à travailler. Moi, je suis parisien, j'avais pas vocation à m'installer à Toulouse ni à travailler à la Dépêche du Midi. Et lui avait fait, donc mon ami avait fait une formation préparatoire aux écoles de journalisme. Et donc on monte dans le train pour Toulouse, et là on tombe sur un type qui nous a tenu la jambe parce que Paris-Toulouse, il n'y a pas de TGV, donc c'est très long. Donc le type nous a tenu la jambe pendant 7 heures parce que lui, son projet, c'était qu'en fait, le réchauffement climatique allait être le fait majeur du 21e siècle et que lui, il voulait être journaliste pour couvrir le réchauffement climatique. Et le type nous a tenu la jambe pendant 7 heures dans le train, mais alors il était un collapse sur tout, quoi, les éoliennes, les machins, les trucs, etc. Et en fait, je ne sais pas ce que ce type est devenu, mais tout ça pour dire que lui, il avait bien préparé le concours aux écoles de journalisme. D'ailleurs, le journaliste de Society que j'ai eu, lui, il avait fait
Sciences Po journalisme, c'est-à-dire l'école de journalisme de Sciences Po, une sorte de combo, quoi. Et donc, en fait, ce sont des antifas. Et donc, alors, au début, alors, ils ne sont pas forcément hostiles. Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en même temps, tout antifa, enfin, extrême centriste antifa qui sont, donc une fois qu'on a décrit ces sortes d'Alain Duhamel, parce que c'est vraiment c'est l'humanité parisienne, quoi. C'est ce qu'on appelle les hommes soja, quand même. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment horrible. Mais en même temps, dans leur activité de journaliste, ils ont eu affaire au Macron. Et en fait, les Macron détestent la presse. C'est-à-dire que Le Monde a eu des problèmes avec Macron depuis le rachat depuis les négociations autour du rachat. Enfin, il y a toujours eu une relation assez ambiguë entre le journal Le Monde et la Macronie. Le journaliste de Society, lui, en fait, avait voulu faire un portrait de la photographe de l'Élysée, Soisic de la Maçonnière, et me dit, mais j'ai jamais eu autant de pression, alors que vraiment, on voulait faire un petit portrait de faire le portrait de celle qui fait le portrait de Macron, puisque c'est elle la photographe officielle de l'Élysée. Il dit, mais j'ai jamais eu autant de pression, immédiatement des coups de fil, etc. Le journaliste de BFM, lui, avait réalisé un documentaire en 2019 qui s'appelait Brigitte Macron l'influente. Et il me dit, bah oui, à l'époque, je me rappelle, on avait envoyé à Amiens une équipe pour avoir 3 photos de jeunesse et 2 témoignages d'anciennes connaissances, et on était revenu bredouille. Hein, donc voilà. Donc en fait, il y a quand même, donc il y a eu cette ambiguïté avec des papiers qui du coup sont bancals. C'est-à-dire que bon, le papier de Society, comme le journaliste était au lycée avec moi et qu'on a fréquenté les mêmes bandes de copains, bah, du coup, il pouvait pas faire un truc où il me crache intégralement dessus. Et en même temps, on voyait bien que sa rédaction voulait accréditer la thèse de Street Press, qui n'accréditait pas rien, que ce serait un complot entre le RN et les Russes. Donc, du coup, il y a un truc ça donne un papier complètement bancal. BFM, ça a été beaucoup plus vicieux parce que lui, c'est un professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont interrogé Tristan Bromet, qui est le directeur de cabinet de Brigitte Macron, pour lui faire raconter le fait que sur France Connect, c'est-à-dire dans les impôts, voilà, Brigitte s'appelait Jean-Michel. Donc, alors après, eux expliquent qu'en fait, ils ont porté plainte contre un couple de Corse parce qu'en fait, ce couple de Corse avait marqué qu'il avait Brigitte Macron, Jean-Michel dit Brigitte Macron à charge, et que les fonctionnaires à Bercy, du coup, auraient modifié l'identité de Brigitte sur France Connect. Mais enfin, qui peut croire ça, en fait? Parce qu'au début, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Puis après, je me suis dit, mais comment on change une identité sur France Connect? Et puis un fonctionnaire de Bercy qui aurait fait ça, il aurait été renvoyé. Puisqu'aujourd'hui, c'est exactement comme le fichier du traitement des antécédents judiciaires, tout est tracé. Hein, je me rappelle, il y a 15 ans, on avait un contact dans la police gendarmerie, on est rentré un nom dans un traitement des antécédents judiciaires, et on avait tout qui sortait. Aujourd'hui, c'est tracé. Donc, en fait, les fonctionnaires de police sont extrêmement réticents à faire ce genre de démarche pour des journalistes. Donc, en fait, tout ça ne tient pas la route. Et ce qu'a fait le journaliste de BFM, c'est qu'il a filmé donc Tristan Bromet en train de raconter ça. Un jour, elle rentre sur France Connect et là, elle découvre qu'en fait, elle s'appelle Jean-Michel, et il a coupé cet extrait d'1 minute pour teaser le reportage. Et effectivement, le public mondial n'a retenu que cet extrait, puisque cet extrait a fait des millions de vues sur X avec des reprises à l'international sur le thème. Dans le fichier des impôts en France, Brigitte s'appelle Jean-Michel. Donc en fait, c'est en ça que je dis que j'ai quand même réussi une campagne médiatico-judiciaire qui est due médiatico-judiciaire pirate, puisque le reportage de BFM s'appuie sur la procédure sur le cyberharcèlement, sur les poursuites judiciaires engagées contre Brigitte Macron. Donc en fait, on fait du judo, quelque part, on retourne. Et le journaliste de BFM a été... moi, il m'a interrogé 3h30 quand même. Il y a 3h30 d'interview. Donc il a retenu, il a bidouillé 2-3 trucs, il a fait un montage pour coller au narratif de Dupond-Moretti, comme quoi je me planquais en Italie. Donc, pourquoi pas si ça l'arrange, mais il a fait raconter à la biographe officielle de Brigitte ce que moi-même je lui avais raconté. C'est-à-dire que je lui explique, écoute, quand on discute avec des gens qui sont dans l'entourage des Macron, en cabinet ministériel, ou qui ont accès à l'Élysée, ou au niveau du patronat, au niveau des grands contrats, etc., enfin au niveau des élites économiques, politiques, etc., beaucoup de gens, ça se dit. Beaucoup de gens se posent sérieusement la question et on est presque sur un secret de polichinelle. Et lui, en fait, me le fait pas dire à moi, il le fait dire à la biographe officielle de Brigitte,
Sylvie Baumel, qui face caméra raconte un patron d'une entreprise cotée, donc du CAC 40, m'a juré mordicus que Brigitte c'était Jean-Michel. Et puis quand il travestit mes propos, il met malgré tout en image derrière la procédure pour acheter le livre, c'est-à-dire qu'il filme quelqu'un qui googleise sur devenir Brigitte, qui l'achète sur Amazon, etc. Et de façon inconsciente, il vend mon livre. Le journaliste du Monde, lui, a quand même admis deux choses, donc que l'affaire avait été traitée au plus haut sommet de l'État par le directeur de cabinet de la présidence de la République en liaison avec le cabinet militaire, donc directeur de cabinet de la présidence de la République, Patrice Faure, en liaison avec le cabinet militaire. C'est-à-dire que là, on est quand même dans quelque chose qui, en fait, structure intégralement le second mandat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que cette affaire structure et le fil rouge du second mandat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce second mandat ? Mais si, en fait, de bout en bout, la presse l'a admis, après, ils ne le répètent pas, mais de bout en bout, ils l'admettent tous, et puis, il admet que Macron, il officialise dans le monde quand même que Emmanuel Macron est allé demander à Donald Trump en février 2025 qu'on arrête de parler de son épouse. D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui m'avait désigné comme son pire cauchemar de président de la République le 8 mars 2024 à l'occasion de la Journée de la Femme, a déclaré cet été dans Paris Match les mêmes qui alimentent les rumeurs sur ma femme sont les mêmes qui interdisent les journalistes dans le bureau ovale. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron en est au niveau où il accuse en fait Donald Trump d'être derrière l'affaire Jean-Michel Trump. Donc, en fait, c'est plus les Russes, etc. Donc, on a eu une stratégie qui a aussi été pilotée par un recueil d'informations. Alors, d'ailleurs, le journaliste du Monde, lui, est allé rencontrer Dan Nardello. Alors, le grand public ne sait pas qui est Dan Nardello. Il y a un personnage intéressant qui est en fait un cabinet de renseignement d'affaires. Renseignement d'affaires, c'est le terme poli pour dire barbouze, quoi. Détective privé, barbouze, qui regroupe en fait des anciens du FBI qui ont été un peu mis sur la touche avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, donc qui sont liés au Parti démocrate, puisque c'est comme à la préfecture de police ou au ministère de l'Intérieur, il y en a qui sont étiquetés proches du PS, proches de LR, et puis quand le pouvoir change, etc., c'est un peu la valse, quoi. Et donc ce cabinet qui s'appelle Nardello & Co, qui a été recruté par les Macron pour enquêter sur l'affaire Brigitte, c'est-à-dire en fait sur principalement Candace Owens et moi dans une moindre mesure. Donc en fait, l'Élysée a fait appel à un cabinet de barbouzes issus du FBI pour enquêter sur Candace Owens et sur Xavier Poussard, tout en utilisant la présidence de la République, le directeur de cabinet de la présidence de la République et le cabinet militaire sur cette affaire. Enfin, là, c'est là où je dis que le médiatico-judiciaire, c'est intéressant parce que imaginez 5 secondes que Sarkozy ait utilisé Claude Guéant et le cabinet militaire et des barbouzes américaines pour traiter des journalistes qui se seraient intéressés à la vie privée de Carla Bruni. Je veux dire, Fabrice Arfi de Mediapart serait encore en train de se pignoler dessus. On en entendrait parler tous les jours. Donc là, on arrive à quand même à avoir des petites victoires, c'est-à-dire dans le sujet de BFM, même si c'est un sujet qui est vraiment majoritairement très hostile, on a quelques petites victoires. Dans Le Monde, il y a quelques faits qui quand même sont admis, etc., etc. Donc voilà. Alors quand je disais les journalistes sont des antifas sociologiques, ça m'a vraiment sidéré. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, ils venaient avec l'idée du papier de Street Press, puisque Street Press, qui est un média antifa, dont on redécouvre, puisque je l'avais sorti, d'ailleurs, j'ai retrouvé l'article en 2014, qu'en fait, ça avait été créé par... donc Street Press, c'est un journal qui se prétend antifa et qui a été créé par un activiste qui s'appelle Jonathan Weiss-Miara, et qui, lui, a commencé sur des radios de la communauté juive et sur un site qui était plutôt ultra-sioniste qui s'appelait proche-orient.info. Donc ça, c'est intéressant comment on passe des radios communautaires juives et d'un militantisme ultra-sionisme à l'antifa. Donc peut-être que là, on a en fait un double fond. Et surtout, ce média avait été accompagné lors de son lancement par la fondation d'Ariane de Rothschild. La même Ariane de Rothschild qu'on retrouve dans les mails d'Einstein, s'indigner des sketchs de Dieudonné ou
ayant une relation très approfondie avec Jeffrey Epstein. Et donc ce média très suspect, qui récemment s'en est pris à Off Investigation, le média de Jean-Baptiste Rivoire, en dressant une liste de journalistes suspects de ne pas être dans une orthodoxie de la gauche antifasciste, qui sont d'ailleurs souvent des journalistes chevronnés. Un ancien journaliste du Point qui a par le passé écrit au Crapouillot à Minute, qui s'appelle Éric Laffitte, Laurence Besneau qui a écrit au Figaro, à Canal+, mais qui a aussi fait des piges à François auprès de Xavier Azalbert. Donc en fait, la Street Press a dressé une liste et l'a remis à Jean-Baptiste Rivoire pour que ces journalistes soient renvoyés ou ne collaborent plus avec l'investigation. Donc en fait, c'est une officine Street Press. Son fondateur, ancien de Proche-Orient.info, ancien des radios communautaires juives, financé et accompagné lors du lancement. D'ailleurs, il y avait aussi des financements de Street Press par la Fondation Soros. Donc ce média Street Press sous bannière Antifa. C'est-à-dire que vous arrivez sur le site, c'est un site d'extrême gauche antifasciste. Donc en fait, c'est un média sous faux drapeau. C'est le média du pouvoir, puisque quand vous avez des contrôles fiscaux, vous avez des résultats des contrôles fiscaux qui fuitent dans Street Press. Vous voyez, par exemple, Street Press est allé appeler le ministère de la Culture pour demander pourquoi je bénéficiais de la commission paritaire et pourquoi j'étais reconnu par le ministère de la Culture comme journaliste. Le ministère de la Culture a dit, mais écoutez, il tire son activité de revenu de journaliste et il n'a pas été poursuivi dans le cadre de son activité de journaliste. Donc voilà. Donc Street Press avait présenté l'affaire Trogneux dans un article absolument délirant, où j'étais présenté d'ailleurs vraiment un article complotiste, comme étant en fait une opération menée de concert par le Rassemblement national et par les Russes. Ce qui est évidemment faux, puisqu'en fait l'article de Street Press expliquait qu'il y aurait eu une sorte de cale au-dessus du Rassemblement national avec un tireur de ficelle de l'ombre qui serait Frédéric Chatillon. Bon, je ne vais pas revenir sur le parcours de Frédéric Chatillon et sur ses idées, mais il est assez évident quand on voit le Rassemblement national aujourd'hui, de par ses statuts, de par son organigramme, de par les investitures, que Frédéric Chatillon n'a aucune influence ni sur la ligne, ni sur les investitures, ni sur l'organigramme au sein du Rassemblement national. Probablement. Établissez, enfin je vous mets au défi, si vous êtes quand même rationnel, établissez un lien entre Frédéric Chatillon et Sébastien Chenu. Établissez un lien entre Frédéric Chatillon et Jean-Philippe Tanguy. Enfin, tout ça n'a absolument aucun sens, en fait. Non. Tout ça n'a absolument aucun sens. Et tout ça, en fait, aurait donc été organisé par Frédéric Chatillon en liaison, je vous le donne en mille, avec les Russes. Or, il se trouve, et là, quand même, c'est là où on arrive quand même à bien limiter la casse au niveau des médias mainstream. C'est pour ça que j'ai répondu aux médias mainstream. C'est-à-dire qu'il se trouve que Emmanuel Macron a mis sur pied, dès 2021, une sorte de cellule regroupant des membres de différents services de renseignement qui s'appelle Viginum, qui est rattachée à Matignon. Et en fait, cette cellule a pour objet de détecter les ingérences étrangères en matière de fake news sur les réseaux sociaux. Et Viginum, régulièrement, publie des rapports. Or, l'affaire Brigitte Jean-Michel Trogneux, n'apparaît jamais dans les rapports de Viginum. Et d'ailleurs, quand les journalistes ont appelé Viginum, les Viginum ont répondu « bah non, ce n'est pas de notre ressort ». Sous-entendu, ce n'est pas une ingérence russe. Donc en fait, il est aujourd'hui admis que l'affaire n'est pas une ingérence russe, qu'elle elle vient pas d'un parti politique, mais qu'elle vient de la couverture par un journaliste, Xavier Poussard, d'une affaire qui est la surrépression organisée par l'Élysée contre une citoyenne ordinaire, Natacha Ray, qui, sur sa page Facebook, avait affirmé que Brigitte Macron était son frère Jean-Michel. Affirmation confirmée par une enquête avec des preuves à l'appui, puisque moi j'ai utilisé la reconnaissance faciale. D'ailleurs, on remarquera qu'aucun journaliste mainstream n'a essayé de contester l'usage de la reconnaissance faciale. D'ailleurs, je mets au défi ceux qui ont des doutes, puisque en fait, c'est très très simple, en fait. Si vous voulez. D'ailleurs, j'ai expliqué, alors quand j'ai été convoqué par la Digos, immédiatement, j'ai été invité par le groupe Mediaset. Quand j'ai été convoqué par la police politique italienne, immédiatement, le groupe Mediaset, donc le groupe de la famille Berlusconi, m'a convié au plus gros show d'infos d'Italie qui s'appelle Les Iénés, qui est une sorte
bon, c'est de la télé poubelle berlusconiste italienne. Et donc immédiatement, donc j'ai eu droit à la plus grosse, qui était un peu une façon de se venger. Et d'ailleurs, eux étaient voilà, c'est-à-dire bon, il y a une reconnaissance faciale. Moi, j'avais testé sur différentes personnalités politiques italiennes. Mais ce que je dis aux gens, c'est très simple. Vous prenez la photo de Brigitte Trogneux en 74 lors de son mariage. Elle a 21 ans. Et vous prenez les photos de Brigitte Macron quand elle réapparaît ensuite en Alsace dans les années 80, en 86. Donc elle a 33 ans. Donc je mets au défi n'importe quelle femme de prendre une photo d'elle à 21 ans et une photo d'elle à 33 ans, de voir le résultat que donne la reconnaissance faciale et de voir les résultats que la reconnaissance faciale donne sur le cas Brigitte. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a aucune discussion possible. En fait, il n'y a aucune discussion possible. C'est-à-dire que, et en plus, c'est une donnée objective, puisque moi, parce que même si j'avais eu des témoins, admettons que j'ai un témoin qui passe à table, on aurait dit, mais ce témoin a pu être manipulé. Et puis, le témoin est toujours sujet à la subjectivité. Là, c'est une donnée objective. C'est l'appareil de reconnaissance faciale utilisé par les autorités de la République populaire de Chine et qui est présenté par le Forum économique mondial comme le leader du secteur. Donc, en fait, c'est tellement gênant. C'est tellement gênant. Donc, ce que je dis, pour boucler la boucle par rapport à l'affaire Epstein, c'est qu'il faut effectivement être patient. De toute façon, l'affaire ressurgit quand même, puisqu'en fait, contrairement, même si on me présente comme l'instigateur, j'ai pas les moyens d'être instigateur de grand chose. Mon principal attaché de presse, ça reste le couple Macron. Hein, c'est pas moi qui suis allé coller une baigne. Je veux dire, c'est simple, quand Candace Owens a fait Becoming Brigitte, malgré tout, comme en fait la négociation portait sur le fait que Macron n'interviendrait pas dans les négociations sur l'Ukraine. En échange de quoi, on arrêterait la médiatisation de Becoming Brigitte. Puis en fait, il y a eu un problème sur cette négociation, c'est-à-dire qu'en fait, les deux parties ne sont pas entendues. C'est-à-dire qu'en fait, Macron a sans doute pensé que dans le deal était inclus le retrait du livre d'Amazon. Donc c'est la raison pour laquelle le livre a été retiré à un moment donné. Puis ensuite, il a été remis. Avec le lendemain, une interview de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui fait clairement allégeance à Trump. Donc il y a eu ils ne sont pas entendus sur le deal. Ensuite, mais malgré tout, Candace Owens en a pu parler pendant tout le mois de mars, tout le mois d'avril, etc. Il y a eu quelques pics de gros influenceurs de MAGA, notamment Tucker Carlson et Joe Rogan, à des moments très précis où Emmanuel Macron faisait le malin. Emmanuel Macron, par exemple, donne une interview en mars 2025 au Point où il explique Donald Trump, je sais comment le prendre. Directement, on a Tucker Carlson, Joe Rogan, etc. Bon. Mais là, il y a eu quand même mars 2025, avril 2025, mai 2025. Et en fait, l'affaire qui avait été là, les gens se disent, bon, on n'en parle plus. Et puis, bim, la gifle d'Hanoï. Le geste, comme dit la presse française. Le geste de Brigitte à Hanoï. Et donc là, vous avez des Macron qui, en fait, sont mes attachés de presse, avec encore une fois, donc il y a eu la séquence du procès pour cyberharcèlement qui a quand même donné lieu à pas mal d'activités sur les réseaux sociaux, en fait, et même dans les médias mainstream. Donc avec cette interview calamiteuse sur TF1 avec l'œil, avec un œil qui disait merde à l'autre, quoi. On comprenait pas bien ce qui était arrivé avec Brigitte, avec ce pauvre Didier Deschamps qui a quand même un parcours incompréhensible puisqu'il a tout gagné comme footballeur, oui. Il a tout gagné comme entraîneur, aussi. Et en fait, il est en train de finir sa carrière comme figurant de l'affaire Jean-Michel Trogneux, quoi. C'est vraiment assez dramatique, quoi. C'est vraiment assez dramatique pour lui. Je sais pas ce qui lui a pris. Ensuite, il y a eu quand même la séquence avec l'Iran où un compte très important lié aux Iraniens a fait un clin d'œil à l'affaire. Il y a eu des clins d'œil encore une fois en Russie, mais encore une fois sur des chaînes à destination interne. Donc c'est pas du tout de l'ingérence, etc. Et puis la fameuse séquence de Davos avec les allusions de Trump. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à l'œil? Sous-entendu, c'est encore une manchette de Brigitte. Son cochon de mari qui l'a frappé, voilà, etc. Et puis là encore, dans les mails d'Epstein, il y a quand même une allusion
aux compagnons d'Emmanuel Macron entre Steve Bannon et Jeffrey Epstein. Donc on verra si on a d'autres éléments qui sortent à cette faveur-là, puisque si c'est un secret de polichinelle et que c'est admis, y compris par la biographe officielle de Brigitte, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça se retrouve pas comme comme au fil de l'eau, quoi, dans des correspondances, par exemple, de Jeffrey Epstein, etc., avec toujours, effectivement, ce couple qui est dysfonctionnel, qui aujourd'hui, alors là, dans les lettres que je publie, puisqu'en fait, j'ai eu, alors, là, parenthèse sur mon activité, donc j'ai eu une fermeture des comptes en banque. Ensuite, problème avec mon contrat avec la Poste. Finalement, là, j'ai fait un test, donc le numéro est parti et est bien arrivé. Donc là, en fait, les numéros que j'avais faits vont être envoyés un peu en cascade. Et tout ça pour dire quoi, que je publie notamment un numéro sur le plan comment Emmanuel Macron a verrouillé la République avant 2027, avec des questions qui se posent de façon encore plus insistante. C'est-à-dire qu'en fait, il veut à tout prix cette guerre contre la Russie, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau personnel, parce qu'il ne peut pas se permettre de lâcher le pouvoir, donc ça c'est un niveau personnel, et puis un niveau aussi idéologique, c'est-à-dire que lui fait monter la dette. Pour lui, la dette abyssale qu'on a, d'ailleurs, on voit bien que les Allemands sont assez peu motivés par son projet, c'est-à-dire de faire monter la dette avec le projet des eurobonds. Et les Allemands, eux, ça leur plaît pas tellement, ce genre de truc. Mais lui, le plan de Macron, c'est de faire exploser la dette pour fédéraliser la dette européenne et créer l'Europe fédérale par la dette. Hein, c'est ce qu'ils appellent le moment hamiltonien. Le moment. Tout à fait. Lui, il veut le moment. Le moment hamiltonien. Donc, fédéraliser l'Europe par la dette et par la guerre, sur le modèle de la fédéralisation de l'Allemagne par Bismarck. Le moment bismarckien. Donc, Voilà. c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, si on n'est pas dans sa tête, on comprend rien. Hein, et en même temps, il est complètement décrédibilisé sur la scène intérieure. Donc en fait, c'est un combat. Donc là, pour l'instant, il erre dans son quinquennat et il erre sur la scène internationale parce qu'en fait, mon opération, dont je suis l'instigateur, si on veut, mais en marge, hein, et qui est une opération médiatique classique par les moyens du bord, comme on dit, hein, avec les moyens du bord, a contribué en fait à faire d'Emmanuel Macron un canard sans tête qui erre dans son quinquennat et qui erre sur la scène internationale. Et j'espère, avec l'espoir et la volonté, effectivement, de le neutraliser. Ça, je m'en cache pas. Alors, le but, c'est effectivement de décrédibiliser Macron en France et à l'international, auprès de l'opinion publique française et auprès de l'opinion publique internationale, d'en faire un canard sans tête pour neutraliser un homme qui est dangereux, qui est soutenu et qui est l'homme de l'hyperclasse mondiale pour accomplir un nouvel ordre mondial, comme on le voit dans les mails d'Epstein, où Macron est présenté à Epstein comme celui qui veut diriger l'Europe et peut-être même le monde, hein, avec cette recherche du chaos par le moment hamiltonien et par le moment bismarckien et la provocation contre la Russie. Donc c'est pour ça que je me suis mis à fond sur ce dossier, puisque cet homme représente un danger, non seulement pour mon pays, mais pour l'humanité. Hein. C'est un dingue. En fait, c'est comme si on faisait un remake du dictateur de Chaplin avec Sacha Baron Cohen du film Bruno dans le rôle principal. C'est ça le macronisme. Le macronisme, c'est un film d'ailleurs, puisqu'on parle de cinéma qu'il faut revoir pour comprendre Macron. C'est un excellent film de Jean-Yann qui s'appelle 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Il y a tout dedans. Vous avez l'affaire Benalla, il y a vraiment tout. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, revoyez ce film, c'est prémonitoire. Il y a tout le règne d'Emmanuel Macron dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Ah bon, je me souviens pas, tiens. Ah bah si, je me rappelle du film, mais je voyais pas le rapport. Ouais. Bah, Michel Serrault dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, je peux t'assurer que revois-le en pensant à Macron et tu verras très bien de quoi je parle. Voilà, donc voilà, donc effectivement neutraliser Macron avec aujourd'hui un agenda international qui est au niveau occidental, dont le moteur en fait est les midterms américaines. C'est-à-dire les midterms américaines, c'est-à-dire comment qui va être le premier gros point d'étape du mandat de Trump. Et pour ce point d'étape, il faut qu'il ait soldé un certain nombre de dossiers. Et je pense en particulier au niveau symbolique
à la guerre en Ukraine. Donc c'est pour ça que sur la guerre en Ukraine, il y a les contraintes météorologiques et il y a comment les Russes mènent la guerre et l'agenda des mi-termes. Et à ce moment-là, on verra que sans doute la guerre en Ukraine devrait amorcer, en tout cas de façon significative, un dénouement, je dirais, à partir de l'été, hein, ce qui permettrait à Trump, effectivement, de pouvoir communiquer sur ce volet-là, et avec l'affaire Epstein qui court, avec les arrestations qui ont commencé, hein, je veux dire, Andrew, Peter Mandelson, etc., etc. Donc là, ça devient du très, très lourd, l'affaire Epstein, avec Emmanuel Macron qui a évidemment commis l'erreur qu'il commet d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit que l'affaire Epstein, c'était les Russes, et ils ont dit que l'affaire Epstein n'était pas une affaire française. Comment on peut avoir une communication aussi catastrophique parce qu'on s'imagine qu'on a tous les médias aux ordres et que les gens ne voient pas. Donc en fait, ça a encore été une communication catastrophique qui va se payer très cher, puisqu'effectivement, l'affaire Epstein est évidemment une affaire en grande partie française, de par la nationalité de ses protagonistes et de par sa géographie, de façon évidente. Donc voilà, et avec au milieu de ça un effondrement de la politique en France, avec une stratégie de l'attention qu'on voit ressurgir à la faveur du meurtre du jeune Quentin de Ranc, sur lequel je voulais revenir à propos, en faisant le lien avec cette histoire des antifas. Ouais. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Je rappelle juste, Xavier, je profite de cette très courte pause dans le narratif pour signaler au chat que s'ils veulent poser des questions, il y a le super chat. Si vous voulez poser des questions à Xavier Poussard, n'hésitez pas. Vous passez par le super chat et je poserai les questions. Voilà, c'était tout. Tu peux continuer. Donc oui, en conclusion, pour évoquer rapidement la mort de Quentin de Ranc, qui est vraiment un assassinat horrible, parce qu'en fait, là, j'ai regardé même dans Le Monde, il y a eu un petit portrait de Quentin de Ranc et ils ont eu du mal à en faire un salaud. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeune étudiant de 23 ans qui est étudiant en mathématiques, qui se destine à être ingénieur. C'est pas un étudiant de trucs nébuleux, genre école de journalisme ou sciences sociales. Hein. C'est la future élite de la nation qui s'est convertie au catholicisme, catholicisme traditionnaliste, donc à la fois dans le vrai, dans le dur des sciences dures, des mathématiques, et en même temps avec une recherche de transcendance et une recherche aussi d'appartenance, puisqu'il va fréquenter effectivement des paroisses catholiques traditionnalistes, s'impliquer dans le tissu social et fréquenter des groupes tels Academia Christiana, etc., etc. Donc, on n'est absolument pas sur un néo-nazi, et quand bien même, ça aurait été un hooligan lyonnais. Ça aurait été, c'est quoi un hooligan lyonnais soi-disant néo-nazi? C'est sûr que c'est un prolétaire en fait. C'est un type qui ira à l'usine ensuite. Donc en fait, il n'y a pas à tuer des gens sous prétexte que, etc. Bon. Donc il y a deux choses qui sont intéressantes au niveau, puisqu'en fait c'est un affrontement, on pourrait dire tristement banal, entre jeunes d'extrême gauche et jeunes d'extrême droite. Mais cela dit, on voit quelque chose dans le moyen d'action qui est complètement nouveau. C'est-à-dire que d'abord, on a Némésis. Némésis, ce sont... Bon, je ne veux pas donner le sentiment d'attaquer quiconque, mais c'est vraiment issu des stratégies foireuses de la nouvelle droite depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on invente le féminisme identitaire. C'est pas parce que quelque chose vient de la gauche qu'il faudrait le retourner par la droite. C'est-à-dire le féminisme, c'est une des plaies d'Égypte, le féminisme. Qu'il soit identitaire ou pas identitaire, on s'en fout du féminisme identitaire. Et qui vont avoir comme moyen d'action ce qu'on appelle le happening. C'est-à-dire qui a été un moyen d'action utilisé dans les années 90 et traditionnellement par les organisations du type Union des étudiants juifs de France ou par les organisations de type ACT UP, c'est-à-dire le happening. Voilà. Donc en fait, ça vient pas, c'est pas nous ça. C'est pas nous le happening. C'est l'Union des étudiants juifs de France ou ACT UP. Donc pourquoi la droite nationale se met à utiliser des stratégies de provocation? Puisqu'en fait, le but, c'est d'aller créer un trouble à l'ordre public à Sciences Po pour l'avenue de Rima Hassan, en se disant de toute façon, Rima Hassan est dans l'œil du pouvoir,
pour son soutien à la Palestine. Donc, on aura gain de cause, et en cherchant la provocation, puisqu'on vient provoquer, on cherche à se faire frapper. Nous sommes des femmes, nous sommes féministes, quoi, on frappe des femmes, et en filmant ça, et en se victimisant. Stratégie victimaire, que je redis, on a été mis en place par les organisations homosexuelles et les organisations juives dans les années 90 à travers cette stratégie du happening. Donc, Némésis, ça ne va pas. Alors que des nanas fassent ce truc-là, je dis pas, mais que ce soit soutenu par Bolloré, par toute la nouvelle droite, que ce soit mis en avant. Moi, je signale quand même que moi, j'ai quand même mis un shitstorm international sur Emmanuel Macron. J'ai jamais eu un coup de pouce ni de la nouvelle droite, ni de Bolloré, ni de personne. Alors qu'elles sont intégralement promues. Donc lui, Quentin, il est là pour les protéger dans leur stratégie de provocation, qui n'a rien à voir avec les stratégies de militantisme des mouvements patriotiques et nationaux. Et il se retrouve donc dans ce guet-apens, dans une bagarre de rue avec les antifas. Et alors là, en fait, c'est plus du tout les antifas de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on a une africanisation, puisqu'en fait, les antifas, ils se rêvent en immigrés. Parce qu'en fait, c'est que des petits blancs. Et comme dans notre génération, enfin, déjà dans ma génération, c'était comme ça, mais alors je n'ose à peine imaginer dans la leur, en fait, on est presque à 30 ou 40% d'une classe d'âge qui est noire et arabe, pour parler clairement, issue de l'immigration. En fait, ceux qui sont antifas, c'est ceux qui se rêvent en noir et arabe. Et donc là, on voit une méthode de violence qui est en fait la méthode de violence des bandes ethniques africaines. Hein, qui, dans notre vie, on a vu à 20 sur un type à lui shooter dans la tête. Moi, j'ai jamais vu des blancs faire ça. C'est la première fois que je vois des blancs faire ça. Moi, ce que j'ai vu faire ça, c'est des bandes ethniques de blacks. Donc, en fait, on a l'extrême droite qui agit comme ACT UP et comme l'UEJF, et l'extrême gauche qui agit comme les bandes ethniques de blacks. Donc, en fait, il n'y a plus rien de français, sauf Quentin de Ranc, qui était l'avenir de l'élite de la nation. Alors ensuite, il y a un autre sujet à travers les antifas, c'est qu'on voit que cet assassinat est justifié par la totalité de la presse et par des intervenants de premier plan. Dominique de Villepin, Ségolène Royal. Alors là, on est sur les boomers de la promotion Voltaire. Il faudra revenir quand même sur les générations qui nous ont précédés, qui sont quand même des générations à la fois parricides, hein, c'est leurs parents dans les EHPAD, et infanticides. C'est-à-dire qu'en plus, il faut qu'ils tuent les enfants qu'ils n'ont pas avortés, quoi. Donc, on a quand même cette pulsion mortifère. Et on a pour cette classe, puisqu'en fait, c'est une classe qui est parfaitement décrite par Emmanuel Todd dans un livre qui s'appelle « La lutte des classes au XXIe siècle », qui est en fait cette classe issue, si vous voulez, avant, il y avait 15% d'une classe d'âge qui avait le bac. Aujourd'hui, il y en a 80%. Et donc, en fait, on a créé une sorte de ventre mou de surdiplômés, mais qui sont pas forcément économiquement, qui n'ont pas forcément économiquement le niveau auquel ils prétendent à travers leur diplôme. Hein, c'est ça, donc ça donne les intermitteux du pestacle, les profs, les magistrats, etc. C'est la sociologie. Tous les antifas, leurs parents sont profs, magistrats, intermitteux du pestacle, etc., etc. Donc on a cette sociologie qui se vit comme une classe supérieur de par ses diplômes, mais qui ne l'est pas de par ses moyens économiques, et qui se donne comme vocation de guider les pauvres ploucs de prolos qui, eux, votent RN. Et donc, comme en fait, les prolos votent RN, et ou quand ils sont dans l'islam, ils vont être souvent plus tournés vers l'islamisme, c'est-à-dire quelque chose d'identitaire. En fait, le prolo est identitaire. Hein, à celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien. Hein, c'est ça le fond du truc. Ils vont développer une haine, en fait, pour le peuple. Ils vont développer une haine pour le peuple. Et dans cette classe, en fait, que j'ai eue face à moi à travers ces journalistes, dont je t'expliquais qu'ils étaient extrême centristes, dans le sens où c'était des Alain Duhamel antifa, hein, c'est ça l'extrême centrisme, c'est comment tu passes du centrisme à l'extrême centrisme par la mentalité antifa. C'est la promo de l'ENA de Macron qui va s'appeler Léopold Sédar Senghor pour rendre hommage à Léopold Sédar Senghor. Pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce qu'il rend hommage à Léopold Sédar Senghor? Parce que c'est cette promo de l'ENA qui étudie à l'ENA entre 2002 et 2004 au moment de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Donc en fait, c'est structurant.
Tu comprends? L'antifascisme est structurant. Et donc, en fait, dans cette classe que Todd a très bien appelée, d'abord, j'ai appelé au Lancelin sur X à faire une émission avec Emmanuel Todd là-dessus, à appliquer son analyse des crétins diplômés au meurtre de Quentin de Ranc. Et en fait, on voit qu'en fait, c'est pratiquement un sacrifice rituel. C'est-à-dire qu'il faut le tuer. C'est un nazi. On le tue. Et c'est un sacrifice rituel presque religieux, avec des incantations, etc. etc. C'est le bien. Il fallait le tuer. Hein, et là, on voit qu'on est quand même dans une dérive très, très grave. Quand on voit que tout ça est soutenu, je passe sur Bruno Gassio, qu'on a vu se réjouir de la mort de Quentin de Ranc. Vraiment, quand on voit ça, on se dit, mais vive Bolloré d'avoir saqué tous ces nazes, hein, et d'avoir mis Morandini et Elisabeth Lévy complètement pochetronnés à leur place, quoi. Au moins, il y a plus d'entre-deux. C'est vraiment génial. Ségolène Royal, qui est quand même, des fois qu'elle dise un truc bien, faut qu'elle balance 3 conneries derrière. Pareil pour De Villepin. Et on voit quand même, c'est un vrai racisme de classe. C'est un vrai racisme de classe. Alors après, il y a une autre analyse qui, elle, c'est qu'en fait, Mélenchon est dépassé par ce qu'il a créé. C'est-à-dire qu'en fait, Mélenchon, la clé pour comprendre Mélenchon, c'est sa relation avec Julien Drey, puisqu'ils ont longtemps animé ensemble ce qu'on a appelé la gauche socialiste, ça a eu plusieurs noms, etc., dans les tendances du PS. Et d'ailleurs, Mélenchon était toujours minoritaire parce que Drey était en fait le traître. C'est-à-dire que Drey avait toujours un pied chez Mélenchon et un pied chez Peillon, ou un pied chez Mélenchon et un pied chez Hollande, etc. Et en fait, toute sa vie, Mélenchon a été humilié par son vrai faux ami, Julien Drey, qui lui a tiré la jeunesse à lui. Hein, la jeunesse de SOS Racisme, etc. Or, Mélenchon, lui, était un ringard. C'était un lambertiste qui était rentré au Grand Orient et qui était devenu sénateur socialiste. C'était un jeune vieux. C'était un ringard. Et aujourd'hui, en fait, il a la hype. Il a la hype avec tous les jeunes, etc. Et puis, il a eu cette espèce de martingale politique qui est assez intelligente, puisqu'en fait, tout le camp national s'est mis en rang serré derrière Israël et sa politique génocidaire. Il faut utiliser le terme, c'est-à-dire que n'importe qui voit les images de Gaza est pris d'effroi. Et en fait, le camp national ou la droite, de peur d'être qualifié d'antisémite, s'est mis en rang derrière Netanyahou, ce qui est une erreur stratégique majeure, puisque c'est pas parce que, si vous voulez, il y a le temps qui existe, c'est pas la réaction à un instant T, c'est est-ce que vous avez raison ensuite? Et qu'est-ce que l'histoire retiendra? Et donc Mélenchon a eu cette martingale qui était 100% pro-Gaza, 100% pro-palestinien, dénonciation de Gaza, et d'associer ça avec le fascisme, hein, avec l'antifa. Et en fait, là, il se retrouve pris par sa base parce que lui, il était en train de sortir Gaza. C'est-à-dire, en fait, lui, il est dans une stratégie pour les présidentielles de se recentrer. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait le plein au niveau de sa base, et puis ensuite on élargit, puisque de toute façon c'est lui qui va incarner la gauche et qui de fait l'incarne. Et donc en fait il est en train d'avoir de tisser des liens avec la CGPME, les petites et moyennes entreprises, essayer de discuter avec Michel-Édouard Leclerc, etc. Enfin de s'élargir. Et là d'ailleurs il passait de Netanyahou à l'affaire Epstein, et là il est rattrapé en fait par sa base et par cette violence de rue et par l'antifa, auquel il est, je veux dire, pas sur cet épisode, mais fondamentalement de par son parcours, auquel il est plutôt étranger, puisque les lambertistes sont les moins antifascistes de toutes les chapelles trotskistes de l'extrême gauche, même avec des liens très anciens entre les lambertistes et les milieux nationaux, notamment à travers le syndicat FO. Tout ça a été raconté par Laurent Maudy, etc. Donc en fait, il y a toute cette complexité-là de l'histoire et d'où vient Mélenchon qui par l'écume des jours disparaît à travers l'affaire Quentin, et qui est vraiment une saloperie, et qui, je le dis, est un crime rituel d'une classe qui se sent investis d'une mission morale. C'est-à-dire que pour eux, c'est moral d'avoir tapé dans la tête de Quentin à 20 et de l'avoir tué. C'est moral.
il faut bien voir, et on voit que tout l'appareil médiatique suit, et j'ai été sidéré des réactions. Et il faut relire, voilà, donc et je pense pour comprendre cet épisode, il faut relire Christopher Lasch, les ouvrages de Christopher Lasch sur la sécession des élites. Il faut relire Emmanuel Todd sur la lutte des classes en France au XXIe siècle. Et là, en fait, on a des clés, parce que c'est vraiment un crime de classe. Et de classe qui se drape de la morale. Enfin, c'est vraiment horrible, contre un jeune qui, effectivement, représentait l'avenir de la nation avec les deux pieds sur terre, c'est-à-dire à la fois des études de maths et une transcendance en s'étant tourné vers le catholicisme. Et tout ça est tragique et reflète la situation française d'un pays qui est sur le point de s'effondrer. C'est ça. Bon, bah, ça sera le mot de conclusion, je pense, Xavier, pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu de super chat, donc il n'y aura pas de questions. En tous les cas, dans cette interview. Ah oui, il est déjà 10h08. Alors, en effet, il est temps de conclure cette émission. Merci beaucoup de cette participation. En tout cas, on a beaucoup dit. J'aurais aimé, mais on le refera peut-être une autre fois, revenir sur Macron, maître du monde, en effet, tel qu'il est présenté par Epstein. Même si on en a parlé, on revient, n'hésitons pas à revenir sur l'émission de lundi soir où Xavier Poussard a parlé de ce thème aussi, qui me paraît intéressant. Au regard de la folie furieuse de Macron, les dernières informations tendant à dire que les Français et les Britanniques seraient prêts à donner une arme nucléaire aux Kieviens va complètement dans le sens du délire, justement. Voilà, il faut comprendre que cet homme représente un danger, et que les forces qui sont derrière lui sont prêtes à tout pour se maintenir au pouvoir, parce que vous ne laissez pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme le tube de dentifrice, vous ne remettez pas le dentifrice dans le tube. Hein, et l'histoire ne repasse pas les plats. Et tout ça, ils le savent très bien, et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est pour ça que sur l'affaire Brigitte, j'ai besoin de soutien à minima. Et puis si vraiment vous ne voulez pas soutenir, au moins ne me crachez pas dessus, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais je pense que la plupart soutiennent, c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui, en tout cas dans le chat, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est heureux ainsi. Beaucoup de remerciements et de félicitations pour ton travail, Xavier, et le reste est vraiment tout à fait résiduel. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Bon, bah écoute, excellente journée. Bon courage, Nicolas. Pour la suite. Je rappelle en avril un livre qui apparaître, je crois en avril, c'est ça, sur Epstein, justement. Voilà, donc là, en fait, alors j'ai plusieurs. Donc il y a toujours Devenir Brigitte, qui, quand même, dans le chapitre sur la pédocriminalité et dans son épilogue, Le sang des Rothschild, pose, en fait, parce que beaucoup de choses sont maintenant sorties, mais je les avais à l'avance, et beaucoup de choses ne sont toujours pas sorties. Donc il y a toujours Devenir Brigitte qui permet de comprendre beaucoup de choses. Ensuite, j'ai Ma lettre confidentielle qui me permet, qui je pense est vraiment lancé. C'est-à-dire que pour l'instant, là, j'ai encore passé ma journée d'hier avec les banques. Alors à chaque fois, je me dis c'est bon, et puis à chaque fois il y a un problème. Mais bon, en principe, ça devrait être bon, avec des numéros qui sont dans les tuyaux, avec une grosse enquête. Alors, c'est toujours des enquêtes à travers une personnalité qui symbolise une problématique. Donc, il y a une grosse enquête sur France Télévisions à travers une personnalité qui n'est pas Delphine Ernotte. J'ai une grosse enquête sur comment Macron a verrouillé le pouvoir, avec des postes clés, effectivement, et des biographies pour se maintenir au pouvoir. J'ai un numéro dans les tuyaux sur l'actualisation de l'affaire Epstein en France, et un numéro sur c'est un numéro sur le gay pouvoir, sur le pouvoir gay, quoi, dans les milieux, je dirais, de la droite, à travers une personnalité. Donc je tease un petit peu. Donc ça, vous pouvez vous abonner sur xavierpoussard.com, et donc Devenir Brigitte, qui permet de comprendre ce que c'est que le macronisme, qui est pas seulement une histoire de bite à Brigitte, mais qui permet de comprendre comment exercer le pouvoir, qui sont les Macrons, quels sont les réseaux qui l'ont mis au pouvoir, et donc avec beaucoup de choses sur l'affaire Epstein déjà. Et puis en avril sortira un livre que j'espère être un livre de référence sur l'affaire d'Epstein, qui s'appellera Le monde d'Epstein.